Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Stéphanie Kudre-Mauroux, qui est directrice des archives littéraires suisses à la Bibliothèque nationale. À l'occasion du colloque organisé à l'I et à M autour de Jean Starobinsky, j'ai décidé, à votre demande, de présenter un texte de Jean Starobinsky que j'aime énormément, qui est une analyse littéraire de Marc V, le démoniaque de Gerasin. De quoi s'agit-il ? Eh bien, nous sommes tout au début des années 70, et Roland Barthes est à Genève. Il était appelé comme professeur invité entre 1972 et 1973, et on sait que Jean Starobinsky et lui se connaissent, non seulement se connaissent, mais s'apprécient. Les échanges épistolaires de cette époque le montrent. On voit une grande affection, une grande amitié. Jean Starobinsky va chercher Roland Barthes à la gare de Genève ou à l'aéroport quand il arrive. Ils mangent ensemble à la maison. Donc il y a des liens attestés dans les archives de Jean Starobinsky et dans celles de Roland Barthes. Ils sont les deux pianistes, comme on le sait, et on les a entendus jouer du Schumann ensemble lors d'un colloque, donc à quatre mains. C'est dans ce contexte qu'en 1971, la faculté de théologie protestante de Genève invite pour la première fois deux non-théologiens à faire une analyse littéraire de textes religieux. Pour Barthes, ce sera la chute de l'ange, et pour Jean Starobinsky, ce sera le démoniaque ou le démon de Gerasin. Cette invitation est faite par le professeur Bovon, et c'est donc une analyse littéraire qui s'ajoute à toute l'exégèse antécédente qu'elle ignore, dit Jean Starobinsky, ou qu'elle feint d'ignorer. Roland Barthes passe en premier. On possède un cahier dans le fonds Jean Starobinsky avec toutes les notes qu'il a prises au moment de cette conférence de Roland Barthes, et c'est d'une précision clinique, on peut dire. C'est extraordinaire de voir la qualité de Jean Starobinsky au moment de la prise de notes. Ça m'a permis de faire une analyse entre les notes de Jean Starobinsky, ce qu'il retient, ce qu'il élude, là où il se pose des questions, enfin j'en ai parlé dans un autre article. Et puis, ça m'a permis de voir aussi et de lire autrement la conférence de Jean Starobinsky et le texte qu'il publie, puisqu'il l'écrit après avoir entendu la conférence de Barthes et lu le texte de Barthes. Barthes ne reprend quasiment rien de sa conférence, c'est-à-dire qu'il la reprend telle quelle, il ne la retravaille pas au moment de la publication, tandis que Jean Starobinsky retravaille complètement son texte, l'amplifie et en fait une conférence, puis après un article qui me semble d'une qualité exceptionnelle. C'est un article qu'on connaît moins que le fameux dîner de Turin sur Rousseau de Jean Starobinsky, qui est une sorte de modèle de la lecture critique selon Starobinsky. Mais pour moi, le démoniaque de Gerasin a les mêmes qualités, et c'est pour moi un des trois textes les plus intéressants, enfin c'est un de ceux que je chéris particulièrement. Starobinsky, au contraire de Roland Barthes, repousse un peu les bornes de la lecture structurale, de l'analyse structurale qui, à mon avis, déjà à cette époque, en 1971, lui semble un peu étroite, et il ne veut pas se priver, au fond, de l'enrichissement d'autres apports théoriques et critiques, comme par exemple l'histoire des sciences qu'il utilise et qu'il convoque pour comprendre ou analyser le caractère de possession du démon de Gerasin. Et c'est donc cette partie finale que je vais lire pour clore ce petit entretien. Je le cite. « Les démoniaques étaient, dit-on, des individus présentant des symptômes impressionnants,
tels que nous en rencontrons aujourd'hui dans les épilepsies, les athétoses, les schizophrénies. Le désordre physique, donné de fait, reçoit une signification à travers les outils interprétatifs dont dispose le langage d'une époque ou d'une civilisation. Je saute un petit bout. Que vienne à se développer le langage de la théorie médicale, il constituera un nouveau système d'outils conceptuels. Alors s'ouvre la possibilité d'une réinterprétation. Il est rare qu'un langage spécialisé ne revendique pas le droit de s'étendre à tout ce qu'il peut inclure et qu'il ne désire pas prouver son applicabilité à des domaines jusqu'alors couverts par un autre type de discours. Et je saute encore un petit bout. Toute interprétation qui se croit adéquate revendique pour elle la conformité à la nature des choses. Elle préfère ne pas se concevoir elle-même comme une interprétation, mais comme l'énoncé de ce qui se passe en vérité, en réservant avec une nuance péjorative le terme d'interprétation à toutes les précédentes lectures de la même donnée, lectures qui lui paraissent entachées d'illusions, grevées de projections imaginaires, déformées par les préjugés de l'interprète. Assurément qu'ils agissent du découpage des faits, de leur causalité, de leur signification, la science moderne est plus consciente de les avoir suscités par une intervention active. Elle ne se flatte pas de les avoir interprétés sans reste, elle n'avance une explication qu'après avoir tenté toutes les contre-épreuves que lui permettent les procédures expérimentales dont elle dispose. Elle admet que son discours puisse être, à son tour, supplanté par un discours mieux outillé. Elle est donc prête à concevoir ce qu'elle affirme comme une interprétation parmi les interprétations.